j'ai été interpellé par votre définition du territoire considéré comme une propriété collective nationale. Et donc, et puis après on précise, il n'appartient pas à la nation, il appartient à une partie de la population qui en est ah oui, il appartient à la nation, mais il y a des usufruitiers. Alors, pourquoi sont-ils usufruitiers? Parce que j'imagine que ce sont les anciens propriétaires qui ont été dépossédés de leur titre de propriété, mais en compensation, on les laisse quand même toucher les fruits de cette propriété. Et ceux qui n'ont jamais été propriétaires, ils ont droit à un revenu de base. Est-ce que j'ai bien compris? Non, alors, pas tout à fait, mais, très bien, la question est, voilà, est très intéressante parce que ça permet justement de faire le point sur cette proposition que nous faisons, qui est souvent mal comprise parce que on est dans quelque chose qui n'a jamais existé et les repères sont difficiles par rapport à l'habitude qu'on a d'attribuer la propriété foncière dans nos civilisations modernes. Alors, nous parlons du territoire national. Si on part d'un présupposé que la France existe depuis suffisamment de temps, avec un certain nombre de millions de personnes qui habitent à l'intérieur, que ça constitue un tout, et que cette entité ne va pas être remise en cause. Bon, c'est un présupposé parce qu'on pourrait dire la Terre n'appartient à personne, après tout, il y a des gens qui sont venus ici, qui se sont attribués. Bon, on part quand même il faut bien partir de quelque chose, et on part de ça. Nous disons qu'il n'y a aucune raison pour que le territoire national soit la propriété d'une minorité de personnes et pas la propriété égale de tous. Une nation, un pays, c'est une entité géographique et c'est un certain nombre de personnes qui vivent sur cette entité géographique. Et la première des équités que l'on peut imaginer par rapport à cette donnée sociologique, c'est qu'il y ait une égalité de chacun dans la propriété de la terre. Donc, le principe, c'est que le territoire national appartient à chaque individu majeur en proportion du nombre d'individus présents au 31 décembre de l'année en cours par rapport à la superficie totale du territoire. Donc, chaque année, le territoire, lui, ne change pas, c'est 550 000 km². On prend le nombre de personnes majeures au 31-12, on divise 550 000 par nombre de personnes, et ça donne un tantième, ça donne une superficie. Nous avons pris ce terme de tantième, qui est un terme connu dans les copropriétés, qui désigne la propriété qu'on a sur une partie du territoire. Donc l'idée, c'est que le bien foncier est un bien qui appartient à tout le monde. Il n'y a pas de raison que telle personne ait une portion du territoire plus grande qu'une autre. La notion d'usufruit, c'est que, bien entendu, la propriété que chaque individu va avoir sur une certaine partie du territoire est un usufruit. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'installer sur cette partie de territoire et puis la monopoliser pour lui. Donc, on a un territoire national qui est une propriété collective et qui est divisé en nombre de parts virtuelles égales au nombre d'individus, de citoyens majeurs. Parallèlement, il existe une commission de gestion du territoire qui va, un peu comme un syndic de copropriété, qui va attribuer aux demandeurs des surfaces en location. Donc ces surfaces seront louées, feront l'objet de baux ruraux, et la commission de gestion du territoire centralisera tous les loyers, tous les baux, et redistribuera ensuite la sommité
de ces revenus locatifs à chaque usufruitier. Ce qui constituera, pour ceux qui n'utilisent pas de portion de territoire ou qui en utilisent en deçà de leur tantième, un revenu annuel de base. Ils se toucheront tous les ans à chèque. Donc, ce revenu de base, c'est la valeur du foncier. C'est pas rien, le foncier. Le foncier, c'est beaucoup. Hein, c'est pratiquement, c'est tout ce qu'un bipède possède lorsqu'il est sur la terre. Ce foncier est générateur de revenus pour tous les citoyens. Tout le foncier. Tout le foncier. Parce qu'en France, on distingue les 185 000 km² de terres agricoles utiles du reste. Oui, alors ça, bien entendu, c'est très facile. C'est un calcul un petit peu compliqué à faire, mais on a les outils. Bien entendu, il y a des landes. Tu as divisé 550 000 km² par 65 millions. Ça fait combien pour chacun? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais si, c'est important. Non, mais je vais donner les principes. Ouais. On va faire un calcul. Alors, je le ferai, mais j'ai pas de calcul. Non, mais tu peux pas le faire parce que, comme tu le dis, parce que ça ne fait pas grand-chose. Non, mais quand tu le dis, ça fait à peu près 1 hectare. Ah, mais en fait, les calculs vont être différents parce que il y a des coefficients adaptés à chaque partie de terrain. Il y a les terres irrigables, les prairies permanentes, les prairies temporaires, les landes, les bois, les montagnes, etc. Bon, donc ça existe déjà, hein, puisque le service du cadastre et le service agricole ont déjà toutes les indices pondérés des différents. Alors, il est bien évident que celui qui va louer 1 hectare de terre limoneuse ne va pas les louer au même prix qu'un hectare de lande de grès. Alors, ces éléments pondérés permettront de calculer les baux. Mais l'idée, c'est que la terre n'est plus la propriété de qui que ce soit. Celui qui exploite la terre l'exploite en tant que locataire. Et que le loyer qu'il va payer pour le foncier qui lui a été attribué, excuse-moi, on a la CGT qui reçoit les loyers, oui. Commission de gestion du territoire, oui. D'accord, et après, qui est-ce qui distribue le revenu de base? La CGT? Elle, oui. Et la CGT, oui. Qui distribue les revenus de base. On a une entité, c'est une entité qui est en dehors des comment on appelle ça, des agoras, là. Alors cette question est intéressante parce que il faut bien comprendre que les agoras et la démocratie directe, c'est le système législatif. Ah oui. C'est la façon de fabriquer les lois. Agora, on a à côté un exécutif, on n'en a pas encore parlé, on a un État qui fait marcher tout un pan, enfin, plusieurs pans de l'économie. Et là, on a des mandataires, des mandataires impératifs qui sont élus pour le faire marcher. Donc, les agoras, c'est la fabrication des lois. Et là, la commission de gestion du territoire, c'est une commission publique qui sera gérée par des mandataires élus et révocables, qui attribuera de façon démocratique. Alors là, il y aura effectivement dans une connexion avec les agoras, puisque la décision d'attribution, un petit peu comme aujourd'hui la SAFER, est saisie de demandes d'achat de foncier ou de fermage par un certain nombre de personnes, et elle fait des attributions. Alors, elle désigne un tel ou un tel comme étant attributaire. Donc c'est un principe qui est connu et qui fera... Alors, le problème, c'est que la SAFER, c'est quelques technocrates qui vont décider, à leur âme et conscience, de savoir quel attributaire ils vont faire bénéficier de la demande plutôt qu'à tel autre, alors que là, on sera dans un système où la décision sera
sera démocratiquement construite. Première chose, il y a un territoire qui est dans le territoire, il n'y a pas que des terres agricoles, utiles ou inutiles, entre guillemets, dans la vision capitaliste. Il y a la place du sauvage, qui est important. C'était les théories de Walden, c'est aussi ça la grande différence entre les décroissants et les non décroissants. C'est que pour nous, on théorise que le sauvage, c'est extrêmement important. Donc, où en est le sauvage là-dedans? C'est-à-dire des terres qui sont interdites aux êtres humains ou avec des restrictions, c'est-à-dire on doit vivre comme les Amérindiens, en pagne, etc. Voilà. Et, le sauvage. La CGT, alors la CGT, c'est la Commission de gestion des oui, territoires. je déconne. Oui, non, mais non, c'est... Je suis expliqué. Pourquoi pas? Mais bon, on peut dire la CGT. Moi, je trouve que ce serait une façon de mettre une signification plus intéressante sur l'acronyme CGT. Fin de la parenthèse. Eh bien, ça doit être débattu. Bon, nous n'avons pas un kit tout prêt, avec tous les principes, toutes les valeurs. Démocratie directe, ça veut dire que c'est les citoyens, par l'intermédiaire, enfin, grâce à l'outil des agora, qui vont pouvoir définir les options, les grandes options. Et notamment, dans le cadre de l'attribution à des demandeurs de certaines parties du territoire pour y mener telle ou telle activité. Alors, ça ressemble à ce que fait aujourd'hui la SAFER lorsqu'on lui demande la permission d'acheter telle terre agricole pour y faire tel type de culture. Ce type de décision devra être en partie organisé dans le cadre de la démocratie directe et des agora. Et donc, je n'ai pas de réponse. Parce que j'ai pas bien compris. L'agora définit les grandes options qui sont reprises par la CGT. C'est-à-dire que l'agora va légiférer sur des principes attributifs de la CGT aux différents demandeurs sur des portions de territoire. Quant à savoir ce qui sortira de cette législation spécifique concernant effectivement les zones où il y a du sauvage, est-ce que... Alors, nous, souvent on nous pose des questions, mais vous faites confiance au peuple pour prendre des bonnes décisions. Non, ça n'est pas une question de confiance, c'est une question de principe. Il faut bien définir une légitimité, et on dit la légitimité, c'est une majorité qualifiée lorsque tous les citoyens peuvent s'exprimer sur des sujets qu'ils ont eux-mêmes proposés, eux-mêmes débattus, et au final eux-mêmes votés. Et il en est de même du nucléaire, puisque tu as parlé tout à l'heure du nucléaire, et je ferai le même type de réponse sur le nucléaire que sur la préservation de la biodiversité animale, sauvage, etc. Il en sera de ce que les gens décideront. Il faut bien qu'à un certain moment, on dise telle décision qui est prise, par exemple, la mise en place de l'industrie nucléaire n'a pas été décidée ni par référendum, ni par le peuple, bon, elle a été décidée par des technocrates et les gouvernants du moment, sous De Gaulle. Sous le quatrième. Voilà, et aujourd'hui, les zones de biodiversité, etc., sont gérées par des technocrates dans les différentes instances du ministère de l'Agriculture ou de l'Écologie ou je ne sais quelle commission transversale. Donc, ce sera au peuple de décider ce qui doit advenir de la biodiversité, et ce sera au peuple de décider ce qui doit advenir du nucléaire. Sur la désappropriation, enfin, ça veut dire que dans votre système, s'il y a une propriété collective, ou je ne sais pas de qui, nationale, du territoire, ça veut dire que les gens qui possèdent quelque chose vont être désappropriés, c'est ça? Dépossédés de ce qu'ils possèdent aujourd'hui. Expropriés. Expropriés, d'accord. Ouais. Expropriation, c'est le terme qui convient. Oui, effectivement, voilà, c'est mécanique. À partir du moment où on a aujourd'hui des gens qui possèdent le foncier
et que demain ce foncier sera réparti entre tout le monde, ils n'en posséderont plus que leur... voilà, c'est-à-dire les logements, les... Non, foncier. Donc la terre agricole utile, le foncier... Parce qu'il y a plein de fonciers qui n'appartiennent qu'à l'État. Là, on change de lunettes, on redistribue tout le foncier. C'est-à-dire... Le territoire national, puisque on a employé le mot... Oui, mais par exemple, moi je possède un immeuble, admettons, c'est faux, mais je possède un ensemble d'immeubles à Paris. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, encore une fois, il ne faut pas confondre foncier et immobilier. Ouais. Le foncier, c'est le territoire. Oui, donc ça veut dire que la terre sur laquelle se trouvent les immeubles va appartenir à l'État. On peut très bien construire sur le terrain d'autrui. Il y a d'ailleurs pas mal de pays où ça se passe comme ça. C'est la Chine. La Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Beaucoup de pays asiatiques, effectivement. Ouais. Et donc d'une part, au niveau des concepts, il faut déconnecter le foncier de l'immobilier. On a le foncier d'une part, le foncier pris en tant que terme générique, c'est-à-dire le territoire, le sol, la terre, la planète. Et l'immobilier, c'est autre chose. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui possèdent, qui sont propriétaires de foncier. Ces personnes ne seront plus propriétaires du foncier, elles seront expropriées, selon des modalités qui sont à définir. Bien. Nous n'avons pas tout écrit, qui sont des modalités à définir. En fait, le débat qui n'est pas tranché aujourd'hui, c'est est-ce que cette expropriation sera faite de façon compensatoire ou pas? Est-ce qu'il y aura une compensation ou est-ce qu'il n'y aura pas de compensation? Et pour donner quelques éléments déjà... C'est dans les agoras que ça se définira. Ça se définira en partie dans les agoras. En fait, nous souhaitons proposer quelque chose déjà quelque chose de ficelé dans le cadre de la Constitution. Les idées directrices, c'est qu'il y aurait au départ déjà, par rapport au patrimoine foncier, parce qu'on va y venir à l'immobilier, par rapport au patrimoine foncier des individus, on va faire des colonnes, une distinction entre ce qui a été acquis par l'héritage et ce qui a été acquis dans le courant de la vie active avec les excédents de gestion de l'individu. Je dis bien excellente gestion, ce qui aura été obtenu par, disons, des intérêts de placement, etc., etc. Donc, il y a une commission qui planchera là-dessus. On n'est pas les seuls à penser à ça, et qui donnerait déjà des pistes pour... et c'est à partir de cette évaluation qu'on verrait s'il y a lieu de dédommager ou pas, et de façon modulée, les propriétaires. Maintenant, pour ce qui concerne l'immobilier, très clairement, pour nous, est distinct du foncier. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de toucher à la propriété immobilière. Il y a en débat, quand même, l'idée d'une loi initiale de redistribution qui, un peu sur le modèle de ce que je viens de dire, évaluerait le patrimoine immobilier de chaque individu en fonction de ce qu'il a hérité ou de ce qu'il a acquis, et il pourrait y avoir une loi initiale de redistribution, disons que ceux qui ont trop, on en prendrait pour donner à ceux qui n'ont pas. Toujours est-il que l'immobilier, ça consisterait c'est-à-dire construire une maison, ça consisterait à louer un terrain et à construire sa maison dessus. La maison serait... Alors, lorsque on vendrait son bien immobilier, on le vendrait, mais sans le terrain qui, lui, de toute façon, serait géré d'une autre façon par la commission de gestion du territoire.